Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Sophie Voutot. Elle vient nous présenter son livre « Ma vie d'auto-entrepreneur ». Elle nous fera part des difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle s'est lancée à son propre compte. Bercy a justement lancé les consultations sur le projet de loi Pacte. Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Ce matin, sur Public Sénat, la députée LREM de Paris, Olivia Grégoire, a longuement développé le sujet. Écoutez. L'objectif, c'est quoi? On a des chances, on a aussi des défauts et on a des faiblesses sur nos entreprises. On crée beaucoup d'entreprises en France, 550 000 par an. Néanmoins, on a deux difficultés, les faire grandir, les faire grossir, que nos TPE deviennent des PME, que les PME deviennent des ETI. Et on a du mal aussi à faire des entreprises des vrais créateurs d'emplois. Vous voyez, il y a un chiffre que je voulais partager avec vous hier, qui a été publié. 10% des créateurs d'entreprises fixent la création d'emplois comme leur priorité absolue. C'est assez faible. On a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais trop peu qui créent des emplois. C'est une consultation qui a démarré au mois d'octobre. 6 binômes, pour aller vite, parlementaires et sénateurs, ont été mobilisés sur 6 axes fondamentaux de l'entreprise. Pour ma part, je travaillais sur le cycle de vie, création, croissance, transmission et rebond. Nous avons présenté pas moins de 980 propositions sur ces thèmes, après plus de 600 rencontres avec des institutions, une quarantaine d'organisations qui ont été reçues, une méthode très particulière. Et on va poursuivre cette réflexion avec l'entretien du jour. Nous recevons Sophie Voutot. Bonsoir, vous êtes... merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous publiez « Ma vie d'auto-entrepreneur », pas vraiment patron, complètement tâcheron. On va en parler en détail dans un instant. Peut-être un mot de ce projet de loi Pacte que veut faire aboutir Bercy au printemps prochain. Beaucoup d'entreprises se créent en France, mais peu grandissent et créent de l'emploi. C'est ce que nous dit à l'instant Olivia Grégoire. C'est ce que vous constatez ? Alors, moi, je suis ravie que vous me posiez la question, mais en fait, c'est finalement pas tellement mon sujet, parce qu'en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne me suis pas considérée comme chef d'entreprise. Il me semble en fait que ce projet de loi concerne essentiellement les chefs d'entreprise à part entière. Voilà. Sinon, pour tout ce qui, moi, toutes les mesures qui peuvent accompagner évidemment les gens qui créent leur entreprise à aller mieux, je suis évidemment favorable. Alors, dans votre livre, vous racontez votre expérience d'auto-entrepreneur. Et alors, au départ, ce qu'on découvre, c'est que vous vous lancez avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes même galvanisé et vous vous dites c'est ça la solution au chômage, quoi. Alors je me dis c'est la solution au chômage et puis c'est aussi la solution à la subordination, c'est la solution aussi parfois même à des revenus assez bas, c'est la solution à pas mal de choses et c'est aussi la solution pour ceux qui sont en manque de créativité et en général quand on souhaite créer son entreprise c'est parce qu'on veut être indépendant, être seul maître à bord et prendre ses décisions en toute indépendance. Et alors c'est assez simple au départ, en quelques clics vous montez votre société, c'est après que ça se complique en termes de paperasse, d'administration? Oui, alors en fait, en ce qui concerne encore une fois les auto-entrepreneurs, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'on est capable de monter une entreprise, si il est question d'entreprise, encore une fois, en une dizaine de clics, on va dire, et on reçoit une petite semaine après ce que j'appelle le petit sésame, en fait, qui est le numéro SIRET qui nous permet en fait de pouvoir facturer aux clients qu'on est supposé avoir trouvé. Vous évoquez vos tout premiers clients, justement, un restaurateur notamment, et vous dites un des aspects de l'auto-entrepreneuriat, c'est que vous devenez ce que le client veut. En fait, il faut être multicasquette pour être auto-entrepreneur. Racontez-nous un peu cette expérience. Alors, en fait, je raconte cette expérience parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu, en fait. Quand moi, je me suis mise à mon compte, j'avais prévu d'agir j'avais quand même un petit peu circonscrit mon champ de compétences, mais il s'avère qu'en fait... C'était quoi vos compétences? Alors, moi, mes compétences, c'était effectivement des compétences assez larges en communication, mais vraiment ciblées relations presse essentiellement, mais par contre dans un domaine d'activité qui était plutôt, on va dire, l'édition. Voilà. Et pas la restauration. Et pas du tout la restauration, je n'y connaissais absolument rien. Mais là, c'est le premier client qui arrive. C'est le premier client et que c'est pas un petit contrat. Voilà. Donc je me suis dit, peut-être que la première qualité d'un auto-entrepreneur, c'est d'être opportuniste. Et les auto-entrepreneurs sont souvent opportunistes s'ils veulent pouvoir travailler. Et donc, moi, j'ai accepté. On n'a pas le choix, il faut être multicasquette. J'ai un contrat qui arrive comme ça sous mes yeux, qu'on me propose. J'ai signé en me disant, je verrai bien après comment je m'organise, comment je m'arrange pour pouvoir, en fait, effectivement, mener à bien cette mission. Donc, flexibilité, s'adapter. Adaptation. Vous vous rendez compte très vite que c'est sans horaire, que vous êtes corvéable à merci, que c'est 24 heures sur 24
2024. Là, ça commence vraiment à se corser. Voilà, alors déjà parce qu'en fait, effectivement, c'est un contrat qui était un petit peu gros pour moi, et puis surtout avec certainement des compétences qui étaient en cours d'acquisition, on va dire. J'ai pas travaillé seule, j'ai quand même constitué une équipe, donc je me suis retrouvée chef de projet, donc je me suis aussi formée en chef de projet parallèlement voilà, à l'exercice de cette nouvelle compétence. Et ce qui a été très 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 pénible, c'est qu'effectivement, déjà le fait même de créer son activité, ça demande du temps pour la gestion même de cette activité. Il y a quand même un minimum de formalités administratives à remplir, il y a quand même un aspect comptable, il y a le côté un petit peu secrétaire, il y a le côté commercial, parce que les clients, même si on en a un, il faut penser aussi à ceux qui vont arriver. Puis il y a l'aspect tout simplement aussi, le métier même qu'on est censé exercer au sein de cette activité. Tout ça, en fait, ça se conjugue, ça arrive en même temps. Il y a la nécessité aussi de se former, notamment tout ce qui est web marketing, tout ce qui est le digital maintenant, qui est indispensable quand on veut exister en fait au sein d'une activité, d'une société. Et en fait, quand on met en fait toutes ces exigences, on les conjugue toutes ces ensemble, contraintes, ça devient et ces contraintes, ça devient en fait intenable au niveau de l'emploi du temps. Est-ce que vous avez senti que les clients en profitaient de ce statut précaire, notamment dans vos tarifs? Vous dites à un moment donné, il fallait que je sois moins cher. Est-ce que vous avez senti qu'ils saisissaient aussi l'opportunité de ces indépendants, ces auto-entrepreneurs, en se disant lui, il sera forcément moins cher que des prestataires un peu plus importants? Alors, je l'ai particulièrement bien senti, puisque, de toute façon, j'arrivais avec une grille de tarifs et qu'on me disait toujours c'est trop cher. Voilà, donc on me les faisait baisser, puisque ils se rendaient bien compte que si je ne prenais pas ce client-là, il n'était pas certain que j'en ai un autre. Et en fait, je pense qu'il joue un petit peu justement aussi sur la crise et sur le fait qu'on est bien obligé parfois de prendre ce qui passe. Vous parlez de la grande solitude dans laquelle se trouve l'auto-entrepreneur. Et contre cela, il y a ce qu'on appelle les espaces de coworking. Oui. Vous y avez un peu goûté, racontez-nous. Oui, alors au bout d'un an seulement, au bout d'un an d'activité, parce que quand même un espace de coworking, c'est pas gratuit. Donc il faut avoir une activité assez pérenne pour pouvoir en fait et pouvoir tout simplement payer après son loyer. Moi j'en parle parce que c'est quelque chose qui sauve. Quand on est auto-entrepreneur, on est souvent dans une solitude. Déjà, souvent l'entrepreneur est dans une solitude, mais auto-entrepreneur, on est particulièrement isolé. Et quand on a l'habitude de salariat ou quand on aime travailler en équipe ou qu'on a une fibre sociale particulièrement développée, ce qui est mon cas, qu'on a envie de faire une pause café, avoir des collègues, qu'on a envie de discuter, même des fois se disputer un petit peu avec ses collègues, ce qui peut arriver. En fait, c'est tout ce lien social en fait qui manque quand on est auto-entrepreneur et que moi j'ai retrouvé au sein en fait de cette structure qui est un coworking solidaire qui accueille à peu près une trentaine, une quarantaine de permanents à l'année. Et au sein duquel on rencontre en fait d'autres auto-entrepreneurs comme nous. Donc déjà au moins on peut échanger en fait sur nos conditions réciproques. Et c'est là que vous comprenez que votre expérience un peu douloureuse, un peu difficile d'auto-entrepreneur est partagée par d'autres. C'est là que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. C'est là que j'ai réalisé que tout ne venait pas de moi en fait, parce que je me posais quand même la question et qu'on avait des expériences similaires. Voilà. Essentiellement au niveau des difficultés qu'on rencontrait sur le terrain, les horaires, le travail. Bon, ça, on peut encore s'adapter quand on a envie, quand on aime son travail, on s'adapte à ses horaires. Mais c'était plutôt l'idée de travailler pour rien, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le dénoncez, ce statut d'auto-entrepreneur. Vous dites le prix de l'indépendance, il est trop élevé. C'est trop de stress, de l'endettement, de la fatigue, privation de liberté. Alors, je vais être précise. Ce livre n'est pas une charge donc anti-entreprise. Moi, j'adore l'entreprise. Ce n'est pas une charge contre les auto-entrepreneurs non plus, loin de là. C'est plutôt, en fait, je veux dire, un coup de semonce, la volonté de préciser ce que c'est que le régime des auto-entrepreneurs. C'est un régime qui, en fait, doit s'exercer dans des conditions particulières, qui sont celles, d'ailleurs, pour lesquelles il a été créé, à savoir être salarié, donc avoir, en fait, ce fameux filet au niveau des revenus ou d'une protection sociale, et vouloir, pourquoi pas, parce qu'on a une activité qui peut, en fait, évidemment, être source de revenus, pouvoir s'y adonner en étant en conformité avec, dans un cadre légal. En dehors de ça, quand on commence à utiliser ce régime pour travailler, par exemple, à temps plein, moi, je n'ai rencontré que des difficultés. Aujourd'hui, vous soutenez quand même l'idée d'un revenu de base, comme Benoît Hamon. C'est dire quand même l'amère expérience que vous avez faite de l'auto-entrepreneuriat. C'est vrai que de passer de l'idée de je vais entreprendre à l'idée de revenu de base, il y a quand même un énorme clivage. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'en fait, tout n'est pas forcément en opposition et en contradiction. En fait, je pense qu'il y a des fois, je pense que la vérité est au milieu du gué. On peut très bien être favorable à l'entreprise et comprendre pourquoi certains auront besoin d'un revenu de base. Moi, en fait, j'en parle parce que entre deux clients, par exemple, un auto-entrepreneur qui ne travaille pas, de quoi il vit ?
Est-ce qu'on y pense en fait? Trop de précarité. Voilà, il y a beaucoup de précarité. C'est vrai qu'il y a une prime d'activité qui permet un peu de compenser cette absence de revenus qui est très 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 faible. Moi, j'ai pu y avoir droit à un moment, je crois qu'elle doit être à peu près de 300 € par mois, ce qui n'est pas forcément une grosse somme, mais le revenu de base, mais je suis un petit peu plus explicite dans le texte. Je dis aussi pourquoi le revenu de base, parce qu'on est dans un monde du travail qui est en pleine mutation, parce qu'on va de plus en plus vers une société, vers un monde digitalisé, et parce qu'on est tous amenés à effectuer des tâches pour lesquelles on n'est absolument pas rémunéré. Et à partir de ce moment-là, je me disais, si il y avait peut-être une solution, c'était celle de se constituer un fonds commun pour les personnes qui se retrouveraient justement, comme je l'ai été, dans ces situations-là, des fois de façon complètement d'ailleurs provisoire en fait. Et tout cela est à lire dans Ma vie d'auto-entrepreneur, pas vraiment patron, complètement tâcheron. Merci Sophie Voutot d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette émission. Exceptionnellement, je vous retrouve demain en direct à 16h30 sur Public Sénat. Toujours plus d'infos sur notre site internet publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez au cœur du débat.